Selon la définition du Larousse, la névrose est une affection caractérisée par des conflits qui inhibent les conduites sociales et qui s'accompagnent d'une conscience pénible des troubles. Selon notre invité Xerfi Canal, c'est bien d'une névrose que souffre la France, une névrose économique. Selon lui, la France n'aime pas l'enrichissement individuel, elle ne comprend pas les politiques d'offres, elle ne comprend pas les politiques de compétitivité, elle rejette la mondialisation. Elle n'aime pas les entreprises, surtout les grosses, elle n'aime pas les patrons, elle ne valorise pas les entrepreneurs. Par contre, elle survalorise le rôle de l'État. Cette névrose économique aurait des racines historiques très profondes. Bonjour Jean-Pierre Levade. Bonjour. Alors, est-ce que cette définition de la névrose que j'ai tirée du Petit Larousse correspond bien au message que vous voulez faire passer? Et d'ailleurs, je me suis posé la question, pourquoi avoir parlé de névrose plutôt que de phobie? La névrose correspond, tel que l'a défini le Petit Larousse, ça correspond parfaitement. Pourquoi pas une phobie? Si nous devons caractériser le type de névrose que connaît la France, je dirais que c'est une névrose de type paranoïde, c'est-à-dire l'État conquérant, souverain, à volonté universelle et guerrier. Les Français ont certainement oublié que dans l'histoire de l'Europe, la France est le pays qui a fait le plus systématiquement, le plus longtemps et le plus souvent la guerre. Donc une composante paranoïaque. Alors on va introduire la psychiatrie paranoïaque. La psychanalyse en économie par votre intermédiaire. Alors je rappelle, Jean-Pierre Levade, que vous avez appartenu au cabinet de Pierre Mauroy, alors Premier ministre. Vous êtes notamment occupé des nationalisations, si mon souvenir est bon. Vous avez ensuite présidé de grandes entreprises, Suez, le Crédit Lyonnais, et vous êtes encore toujours aujourd'hui dirigeant de Aforge de Growth France. Mais je crois que malgré ce parcours, vous vous définissez toujours comme un homme de centre-gauche. Bien entendu. Et d'ailleurs, dans ma petite biographie, il faut rappeler aussi qu'en 82-83, j'ai été l'un des auteurs du virage économique. Et du retour à la rigueur et du retour au principe de réalité. Tout à fait. Vous indiquez dans l'introduction à ce livre, Histoire d'une névrose, la France et son économie, que vous êtes parti, je vous cite, à la recherche des racines historiques, politiques, constitutionnelles, culturelles, religieuses de notre archaïsme économique. Alors, expliquez-nous ça. Une névrose, ça a des racines profondes dans l'inconscient. Donc notre refus de la mondialisation, notre refus de l'autonomie de l'économique par rapport aux politiques, tout ça vient d'une longue sédimentation de notre histoire. Et pour comprendre les problèmes d'adaptation que nous avons au monde moderne, je dirais que, pour résumer, nous avons constitué un État souverain qui veut gouverner la totalité des aspects de la vie en société. Donc la société civile n'existe pas d'une certaine manière, elle n'est pas autonome par rapport au pouvoir de l'État souverain. Et ça relie la monarchie absolue et la Révolution française. C'est une constante. La monarchie absolue, c'est un pouvoir absolu qui fait la guerre, le monarque fait la guerre. Et après la Révolution, qui abat l'ordre féodal, ceux qui l'emportent, ce sont les montagnards et non pas les Girondins, c'est-à-dire à nouveau des partisans justement d'un pouvoir absolu, au nom soi-disant de la souveraineté du peuple qui a remplacé le monarque. Mais la structure de pouvoir est toujours la même. Et donc, pour cet État souverain, à composante conquérante, guerrière, universelle, l'économie est une dépendance, est une annexe. Mais comment expliquez-vous cette difficulté du rapport de la France et des Français à l'argent ? D'autres nations catholiques, comme l'Italie, n'ont pas ces problèmes. La banque est née en Italie. Cet État souverain, pendant un millénaire, jusqu'à la Révolution, c'est un État théocratique, avec une puissance temporelle, qui est celle du roi, et une puissance spirituelle, qui est celle de l'Église. Mais le roi est béni par l'Église, le roi est sacré, il est oint par l'archevêque de Reims à Reims. Et donc, cette double hiérarchie écrase pendant un millénaire toutes les structures intermédiaires et toutes les aspirations individuelles à la liberté. Et
une des découvertes de ma recherche, c'est que la France, l'État français, l'État monarchique français, a été celui en Europe qui a fait partir le plus systématiquement tous les protestants. Non pas tellement pour des raisons théologiques, même si tout ça était habillé bien entendu de principes religieux, mais parce que les protestants, dans leur doctrine propre, affirmaient le principe de liberté individuelle. Donc était un élément de subversion par rapport à la double hiérarchie à la fois temporelle et spirituelle. Donc nous avons chassé systématiquement les protestants de notre pays. Or il se trouve que les protestants, dans l'ensemble, ont été ceux qui ont compris le plus vite l'économie. Alors, vous rappelez que la France a été longtemps la première puissance démographique européenne. On le sait, ça a été la première puissance militaire, un pays de conquête. De bataille, de guerre. Et de rapine, d'ailleurs. Mais elle n'a jamais été la première puissance économique. Et il faut rappeler aujourd'hui qu'en 1914, il y a exactement 100 ans, la France était déjà loin derrière l'Allemagne. La puissance industrielle française devait être à peu près à la moitié de celle de l'Allemagne. Donc nous sommes un État guerrier, l'économie n'est qu'une annexe, et l'économie est au service de cet État souverain. Donc notre grand homme en matière économique, c'est Colbert. Or Colbert, qu'est-ce qu'il faisait? L'échange n'intéressait pas Colbert. Il a bâti une économie de guerre. Il a bâti une économie au service du monarque. Donc depuis le début, Colbert a fabriqué une économie sous influence étatique. Les manufactures royales, c'est lui qui les a créées, hein, Saint-Gobain, on en parle souvent, l'industrie du luxe. C'est une économie protectionniste, parce que, pourquoi protectionniste? Il interdit toutes les importations, y compris les importations de fromage, hein, denrée essentielle s'il en est. Ce sont déjà des idées souverainistes. Complètement souverainistes. Il interdit les importations, il fabrique une industrie du luxe, qui est toujours prospère aujourd'hui, qui exporte. Pourquoi? Parce qu'il veut ramener l'or d'Espagne en France, parce que l'or, c'est le nerf de la guerre. Il construit une industrie de défense, parce qu'il en a besoin pour faire la guerre, le monarque en a besoin, et ça s'arrête là. La notion de valeur créée par l'échange est complètement étrangère à la pensée de Colbert, qui est en fait un mercantiliste. Or, en même temps, c'est simultané, au moment où Colbert, grand homme français, encore repris aujourd'hui par Montebourg, quand Colbert fabrique cette économie de guerre, les Pays-Bas, à partir du négoce, de l'échange dans le monde entier, les Pays-Bas, beaucoup plus petits que la France, sont la première puissance économique mondiale, XVIIe siècle, alors qu'ils n'ont pratiquement, eux, pas d'État. Alors quand vous parlez du rôle de l'échange dans la création de valeur, ça nous amène très directement à Karl Marx. La pensée de gauche en France est encore très largement marquée par le marxisme, et c'est peut-être le dernier bastion en Europe où la pensée de gauche reste marquée par le marxisme. Mais je voudrais surtout parler de l'importance qu'a pris en France, et surtout depuis 1945, la pensée de Keynes, ou plutôt le Keynes à la française. Est-ce que le Keynes à la française n'est pas, en quelque sorte, un moyen de légitimation, aussi bien à gauche qu'à droite, du rôle de l'État, de la puissance de l'État par rapport à l'entreprise? Bien entendu. On a renoncé, avec quelque nostalgie, au rêve ou au cauchemar du collectivisme. On a renoncé à l'appropriation publique des moyens de production, même si ça a duré quand même très 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 longtemps, hein, y compris jusqu'au congrès d'Épinay de François Mitterrand. Mais cet État qui incarne l'intérêt général, ça aussi c'est quelque chose de spécifique à la France. On est tous convaincus que l'État incarne l'intérêt général. On est le seul pays au monde à penser ça. Et donc cet État, c'est un État forcément distributeur puisqu'il incarne l'intérêt général. Donc la dépense publique est un facteur de croissance. Pour nous, on dit ça comme si c'était une énormité. Pour la quasi-totalité des Français, c'est une idée simple et naturelle. Donc cet État est distributeur. Il est distributeur à partir de la dépense publique. Et il va chercher sa justification théorique chez Keynes. Mais Jean-Pierre Levade, est-ce que les choses ne sont pas tout de même en train de bouger un petit peu en France? Alors, pour ne pas prendre parti politiquement, je voudrais rappeler que Nicolas Sarkozy voulait décomplexer la réussite et la richesse. Et puis depuis quelques mois, aussi bien François Hollande que son Premier ministre Manuel Valls martèlent leur amour de l'entreprise. Est-ce que ce n'est pas en train de bouger?
Ça bouge grâce à Manuel Valls sur le terrain du verbe. La prise de conscience se fait. Mais peut-être pour montrer la profondeur de la névrose, est-ce que je peux dire qu'il y a un des actes les plus anti-économiques que je connaisse, un des plus stupides, dont la responsabilité est partagée entre Nicolas Sarkozy et François Hollande? Nicolas Sarkozy a été le premier à augmenter massivement les impôts sur les revenus du capital productif. Et François Hollande a continué dans la même direction, puisque nous sommes le seul pays au monde développé aujourd'hui où les impôts sur les revenus du capital productif, disons l'impôt sur les sociétés plus l'impôt sur les dividendes derrière, ne soient pas forfaitaires, mais soient progressifs. Or, on n'a pas le temps de développer ça, mais c'est une énormité en matière économique. Alors, dans ce livre, Histoire d'une névrose, la France et son économie, vous avez beaucoup insisté sur le rôle des constitutions successives qui sont anti-économiques, anti-entreprises. Et alors, vous faites une grande proposition, une proposition de révision constitutionnelle avec un nouveau chapitre, un nouveau titre de la Constitution qui serait de l'entreprise. Donc, notre sixième République aurait un chapitre sur de l'entreprise. Expliquez-nous ça. Les constitutions françaises, elles parlent explicitement, bien entendu, de l'État, du président, du gouvernement, du Parlement, des collectivités locales et des syndicats. Les syndicats ont une existence constitutionnelle. Les personnels dans les entreprises ont la reconnaissance constitutionnelle du fait qu'ils ont le droit de participer aux discussions sur leurs conditions de travail et sur les stratégies des entreprises, mais l'entreprise, elle, n'existe pas constitutionnellement. Elle n'existe dans aucune constitution française. Le droit à la libre entreprise n'est pas reconnu positivement dans les textes, et surtout, ce qu'il y a d'encore plus important, comme l'État est tout et qu'entre l'État et le citoyen il n'y a rien, la liberté contractuelle, qui est un des fondements de l'économie, la liberté contractuelle n'est pas reconnue constitutionnellement. D'où le fait que nous avons un code du travail avec 7500 pages et 3250 articles. Mais vous rappelez ironiquement que finalement les entreprises sont rentrées dans la Constitution par un biais, après les nationalisations, justement, par une intervention du Conseil constitutionnel. La jurisprudence du Conseil constitutionnel, la jurisprudence reconnaît la liberté d'entreprendre, pas la liberté contractuelle, la liberté d'entreprendre, et il la reconnaît en défense, si je puis dire. En creux. En creux. C'est-à-dire, effectivement, lorsque nous avons nationalisé la totalité du système bancaire français et 5 ou 6 grandes entreprises industrielles en 1981, il y a eu un recours de l'opposition de l'époque qui a dit mais la liberté d'entreprendre est mise en jeu. Et le Conseil constitutionnel, tout en approuvant le texte de nationalisation, en disant il n'est pas contraire à la Constitution, dit en creux, certes, il ne faudrait pas que le législateur aille par des nationalisations trop étendues jusqu'à mettre en cause la liberté d'entreprendre. Donc la liberté d'entreprendre n'a été affirmée que comme une défense éventuelle contre, disons, l'appropriation publique totale des moyens de production. Un beau symbole de notre névrose. Jean-Pierre Levade, je vous remercie. Merci.